Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission sur le mouvement des Gilets jaunes qui a commencé l'année dernière, le 17 novembre 2018. Cela fait aujourd'hui 6 mois que le mouvement est mis en route et on compte aujourd'hui 12 morts, plus de 4 000 décès, beaucoup d'arrestations et de mises en garde à vue. On remarque aussi que les effectifs des Gilets jaunes sont en baisse, puisque au cours de ces 6 mois, on est passé d'1 million de Gilets jaunes à seulement 15 000 Gilets jaunes aujourd'hui, enfin on estime en tout cas. Et donc pour revenir un peu sur le mouvement et sur sa couverture dans les médias, on a invité 2 rédacteurs de Nouveau Papier. Bonjour, bienvenue sur le plateau. Bonjour. J'aimerais bien vous demander tout d'abord de vous présenter en quelques mots. Je pense que tout a été dit. Je m'appelle Anna et donc je soutiens le mouvement des Gilets jaunes parce que je pense que, en tout cas pour moi, c'est un mouvement qui représente l'idéal de démocratie qu'on aimerait avoir, donc une démocratie qui est complètement directe, qui vient du bas et qui cherche à... Et c'est le bas qui cherche à imposer ses propres décisions. Et donc voilà, je trouve que c'est une très bonne chose que finalement un mouvement comme cela ait pu éclore aujourd'hui en France, et j'espère que ça ne disparaîtra pas. Très bien. Et vous, monsieur Yunitri Donc, de mon côté, je pense que vous avez tout à fait raison à propos du fait que c'est bien que ça ait pu éclore. Ça prouve que nous avons une bonne santé dans un système démocratique. Néanmoins, je pense que la façon dont ça a évolué montre une extrémisation du paysage politique. Au début, on était sur une grande majorité de soutien. Et puis, au fur et à mesure, on a quand même évolué. C'est plus à la fin, aujourd'hui même maintenant, ce n'est plus la base qui manifeste. Ce sont les petits patrons qui demandent à avoir moins de taxes. Ce ne sont pas les petits contribuables qui demandaient au départ à ne pas payer l'essence. On se retrouve avec une situation où aujourd'hui, c'est une petite élite, une petite bourgeoisie qui essaie de dicter sa loi, qui essaye de manifester, et derrière, ils sont soutenus par des mouvements extrémistes qui, eux, n'ont strictement rien à voir avec la politique et qui, je ne sais pas, par frustration probablement, se décident à aller casser des vitrines tous les samedis. Alors, je trouve que ce que vous dites est intéressant. Maintenant, il me semble que vous en oubliez le principal, c'est que des petits patrons qui cherchent à se faire défiscaliser, etc., c'est quand même une infime minorité, et je pense que ça, il faut pas l'oublier, même si on a une mobilisation qui est en baisse, etc. Je pense qu'à la base, ce sont quand même des mères de famille, ce sont quand même des jeunes qui sont dans la précarité, ce sont des personnes qui demandent juste à vivre leur vie, à être capables de finir les mois et d'avoir suffisamment à manger et d'offrir des cadeaux à leurs enfants pour Noël. Et je pense que c'est toujours ça qui est le cœur du mouvement aujourd'hui, et c'est ça qui le porte, et c'est ça qui en fait sa force. Alors, donc j'aimerais bien vous interpeller sur la création du mouvement, en fait, ce qui a commencé ces manifestations des Gilets jaunes, et c'était donc les taxes sur l'essence, tout ça. Et en fait, est-ce que vous pensez que ce mouvement était déjà présent dans les cœurs de la population, et que c'était peut-être juste un élément déclencheur, mais qu'en réalité n'importe quoi d'autre aurait pu déclencher le mouvement? Oui, depuis très longtemps, à mon sens, la France cherche un ennemi. On a eu des mouvements populistes qui ont stigmatisé les élites, parfois à juste titre, dans la mesure où le système politique depuis 40 ans ne fait que du clientélisme, et les alternances s'enchaînant, ça n'apporte strictement aucune solution concrète aux questions du peuple. Maintenant, si vous me demandez par rapport au rôle d'Emmanuel Macron dans la création de ce mouvement, je ne pense pas que ce sont ses actes, mais plutôt ses paroles. Il a certes fait manque de pédagogie, mais la première chose qu'on est censé remarquer, c'est que contrairement à ces 40 années qui ont précédé, il a légiféré plus que quiconque, et il a mené des actions concrètes sur le terrain qu'il a certes pas
pu expliquer dans le détail et qui ne font pas forcément consensus, mais il a agi. Donc, je suis d'accord avec vous sur le fait que n'importe quoi aurait pu le déclencher, et je pense que nous avons tous une part de responsabilité, soit parce que nous n'avons pas pu tenir nos promesses dans les années précédentes, soit parce que nous n'avons pas fait assez preuve de pédagogie. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a certainement une frustration qui vient du fait que ça fait des années qu'on a un système politique qui n'apporte pas forcément les réponses à nos questions. On a essayé à la droite, ça n'a pas marché, on a essayé à la gauche, ça n'a pas marché, on a essayé le centre. Et tout d'un coup, on se rend compte que le centre, c'est pas une option magique, ça ne règle pas tous les problèmes. Et je pense que ça joue quand même un jeu très important et que Emmanuel Macron, donc par sa personnalité, par son profil de technocrate sortant des grandes écoles, sortant d'un système prédéfini existant depuis des années et qui a toujours mené à des questions sans réponse, il a évidemment pleinement participé au fait qu'il y ait un mouvement comme celui-là, parce que Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui ne fait pas partie des gens de tous les jours, c'est quelqu'un qui n'aura jamais à s'inquiéter de payer ses fins de mois, c'est quelqu'un qui n'aura jamais les problèmes que des gens normaux peuvent rencontrer, et donc c'est quelqu'un qui a du mal à s'identifier à ces problèmes, c'est quelqu'un qui a du mal à les comprendre, et donc je pense que toute cette partie sociale lui a complètement échappé. Il a pas fait beaucoup de mesures sociales, il a fait beaucoup de mesures économiques, et il a absolument pas pris en compte ces hommes, ces femmes qui finalement avaient à combattre tous les jours de leur vie, et donc je pense que ça a quand même été un déclencheur important dans cette situation. Donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est que c'est sa personnalité qui est déclenchée. Sincèrement, je reconnais que certes, c'est un président qui, pour le coup, a un parcours que chacun voudrait avoir. Il a fait des grandes écoles, il a travaillé dans de grandes entreprises, et il a mené une carrière de brillant fonctionnaire. Certes, mais est-ce que pour autant c'est censé légitimer cette action? Il a agi vous dites qu'il n'y a eu aucune mesure sociale. C'est faux, il y en a eu des mesures sociales. Le plan pauvreté, ce qui a été annoncé dans le cadre des banlieues, les emplois francs. Vous savez ce que sont les emplois francs? Ce sont des zones spécifiques où il y a un très faible taux d'emploi, où il y a des diminutions d'impôts pour permettre l'augmentation de la création d'emplois. Et ça, c'est à destination des moins aisés, justement. Et pour autant, je pense que ça résume assez bien ce que je dis. Il y a un problème de pédagogie, et les gens n'ont pas tendance à le comprendre. Alors, moi je pense que si ces mesures avaient été efficaces, si ces mesures avaient été à la hauteur du problème, il n'y aurait pas eu de crise, et il y en a eu une, donc ça prouve bien que quelque part il y avait un problème. Et que, oui, il est très provocateur, mais ça ne change pas le fait que si les choses s'étaient vraiment améliorées, je ne vois pas pourquoi on aurait eu une crise comme celle-là. Améliorer, vous voulez dire améliorer en 2 ans, c'est ça? Parce que... Excusez-moi, désolée, je me permets de vous interrompre. Oui, donc là on a parlé de la personnalité d'Emmanuel Macron, donc je pense que vous différez tous les deux sur ce point de vue, mais on ne peut pas dire que toute la crise économique soit due à Emmanuel Macron. Tout de même, on ne peut pas remettre entièrement en cause un jeune président qui vient juste d'être élu. Je pense que bien entendu, ce côté, cette haine envers les élites, comme vous dites, ça a été un peu alimenté par justement peut-être ce côté condescendant du président, notamment quand il y a eu ces interviews dans la rue où il disait que s'il traversait la rue, il allait trouver du travail tout de suite. C'est peut-être que oui, tout le monde l'a peut-être pas pris comme ça, mais c'est peut-être une marque un peu de condescendance. Donc c'est possible. Je me permets d'intervenir. Je suis tout à fait d'accord. Il est absolument pas responsable de la crise qu'on traverse. Maintenant, je pense qu'il n'a pas non plus. En fait, mon problème, c'est que il y a eu des mesures économiques pour sortir de la crise, mais qu'en aucun cas, on a parlé des individus, des personnes derrière ces mesures économiques. Mais c'est celles-là que je pense qu'ils n'ont pas été assez prises en compte dans les réformes. Sûrement, mais il y a eu beaucoup de choses mises en place depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, notamment le grand débat, tout ça qui a permis quand même aux citoyens de parler. Est-ce que vous pensez que c'était assez ou que c'était abusé? Alors, je trouve que le grand débat était un geste qui était médiatiquement très réussi, qui a eu certes
certains points positifs dans le sens où il a permis aux citoyens lambda de donner son avis enfin, et c'est quelque chose qui est vraiment réclamé, je pense, dans le mouvement. Maintenant, je pense qu'on a aussi vu que il y avait toutes les propositions n'ont pas été forcément prises en compte, du moins pas à la hauteur de ce qui était demandé. Je pense notamment au référendum d'initiative populaire, à des choses comme celle-là, et donc il y a des choses qui sont censées faciliter la démocratie directe. Et je pense que c'est sur ça qu'on devrait se concentrer maintenant. Très bien, Munitri, je vous vois vous agiter, vous indigner. Pour en revenir au grand débat, pour moi c'était la solution évidente. Vous parlez de l'impact médiatique, moi je parle de l'impact concret. On a redonné de la parole aux citoyens, il y a eu des millions de contributions, il y a eu plus de personnes qui ont contribué au grand débat d'ailleurs que de gilets jaunes qui manifestaient au début du mouvement. Ça on peut le remarquer. Et certes il n'a pas fait plaisir à tout le monde, mais... Pardon, il y a beaucoup de bruit dans le micro, donc il va falloir que tu recommences ce que tu dis parce qu'on m'entend. Du coup, désolé, on va devoir couper un peu. Ok, vas-y, reprends ce que tu disais. Tu reprends où je trépigne. Et du coup, j'ai une je vous vois vous agiter depuis tout à l'heure. Vous êtes donc mécontent, vous vous indignez des propos d'Anna. Évidemment, vous parlez du grand débat et de ses conséquences au niveau médiatique. Bon, certes, mais je pense fondamentalement que ça a redonné de l'air et de l'oxygène à notre démocratie. Ça a permis aux gens de discuter, de confronter les opinions. Certaines opinions qu'on n'aurait pas pu entendre se sont exprimées au cours du grand débat. Elles n'ont pas toutes été prises en compte, évidemment. Mais si vous voulez un président qui fait plaisir à tout le monde, on n'appelle pas ça un président, on appelle ça un Père Noël. Donc, faites preuve un minimum de réalisme. On ne peut pas faire plaisir à exactement tout le monde et on ne peut pas satisfaire tout le monde. Mais on peut y contribuer. Et juste pour finir, vous avez dit qu'il n'en avait pas fait assez. Écoutez, il a dit clairement que si les résultats n'étaient pas là et ne commençaient pas à arriver au bout de 3 ans, on pourrait être mécontent. À mon avis, il a raison. Le temps de légiférer, le temps de voter la loi, le temps de l'appliquer. À votre avis, quand est-ce que vont arriver les effets? Moi, le problème dans cette histoire, si je peux me permettre, c'est que vous dites dans 3 ans, et sauf que pour qu'on voit les résultats dans 3 ans, il faut qu'il soit réélu dans 2 ans. Donc, il avait dit ça au début de son mandat. Donc je me permets d'intervenir. Je pense qu'on a assez d'informations jusque-là. Donc, est-ce que vous avez un mot à dire pour la fin? Quelque chose que vous avez retiré de ce débat? Est-ce que ça vous a plu de prendre le temps de vous écouter? Je pense que débattre est toujours intéressant, particulièrement quand on parle de ceux qui n'ont pas forcément une voix pour le faire ou qui commencent tout juste à en avoir une. Et j'espère qu'on continuera d'entendre toutes ces personnes dans les années qui viennent. Très bien, et vous, Munitri? Je suis d'accord, j'espère que notre démocratie continuera à fonctionner comme elle le fait si bien, et j'espère que les gens trouveront des moyens de s'exprimer et comprendront que ce n'est pas en caillassant les magasins qu'on réussit à faire passer ces opinions. Je me permets de donner donc le mot de la fin. Je tiens à vous remercier tous les deux d'être venus sur l'émission. C'était vraiment une discussion très enrichissante et je pense qu'on tient tous à dire que nous sommes donc d'accord sur le fait que la démocratie doit perdurer et la discussion est la solution idéale. Voilà, donc c'est peut-être un peu, comme on dit, facile à dire et un peu simplet. Mais donc merci d'être venu. Mais voilà, c'était vraiment une discussion très intéressante. Merci.